Les amis, il est l'heure. Je rejoins le wagon des Knicks, Erwan. On veut pas toi. Go Knicks! Go Knicks! Eh oui, les Knicks, Erwan. Mais dehors, les Romano. Les Knicks sont donc en finale de conf. Je suis un bon... J'adore les Knicks, t'es pas au courant? Mais t'as pas honte. Attends, moi, mon genre préféré, c'est pas T-Wing, ok? Mais t'as pas honte. J'adore les Knicks. Et d'ailleurs, j'ai pris des billets pour On dirait Larry Johnson comme ça, d'ailleurs. Au baseball, genre un pitcher, frère. Oui, donc, les Knicks affrontent Indiana, Erwan. Dans cette finale de conf qui va être la muerte. Et oui, ça commence mercredi soir, j'enlève, parce que c'est ridicule, personne n'y croit. Mercredi soir, donc, les Knicks vont accueillir le match 1 parce que les Knicks ont l'avantage du terrain, c'est la bonne nouvelle. La première info qu'on pourrait dire. Il y en a plein. En fait, c'est un match dans le match. Il y a tellement d'histoires à raconter. Je vais te les donner comme ça à la volée, à la volée. Donc, la dernière fois que les Knicks... Qu'est-ce que ça? J'ai pas une tête à casquette. En plus, les oreilles dedans, ouais, là, c'est terrible. C'est terrible. J'ai pas une Là, tête tu sais à qui tu ressembles, hein? À cynique, hein. Allez, donc, quelques infos qu'on peut avoir. Je me barre, allez. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou un podcast, là, oui, on a fait le jeu des sosies d'Erwan, parce que c'était sa fête et qu'on adore charrier Erwan. Donc, ce n'est pas un retournement de veste, c'était une blague, ils sont fous ces mecs, je suis quand même pour les Lakers. Les quelques infos, donc vous le savez, c'est la première fois que les Knicks vont en finale de conf. La dernière fois, c'était il y a 25 ans, et c'était contre Indiana. les Indiana Pacers de Reggie Miller, donc avait gagné en 6, qui avait gagné en 6 pour aller rejoindre les finalistes, c'était les Lakers à l'époque. On se souvient aussi de la finale de 95, la série de playoffs en 7 matchs, qu'on aimerait bien d'ailleurs vous diffuser, donc restez bien avec nous les prochaines semaines sur les réseaux. On aimerait vous mettre du pâté wing sur des instants peu glorieux, des grands matchs de playoffs entre ces deux franchises, donc historiques. Il y a une histoire que j'adore, Erwan. Pas celle-là. Hein. Putain de lay-up, quoi. C'est que donc ils se retrouvent dans l'année dernière aussi. On se souvient qu'il y avait plein de blessures côté New York. L'info la plus drôle, c'est quand même que Jalen Brunson, donc son père, Jalen Brunson, qui jouait pour les Knicks lors de la dernière finale de conf en 2000. Ça, c'est quand même Rick Johnson. Ouais, Rick Brunson. Pourquoi je dis moi? Je sais pas. Mais attends, je dis n'importe quoi. Alors, Jalen Brunson a un père qui s'appelle Emerick Dupont, le père de... N'importe quoi. Je pense à Larry Johnson avec ton truc là. Oui, d'accord. Rick Brunson, le père, était dans l'effectif des Knicks en 2000 pour jouer contre Indiana. Ouais, ça, c'est quand même incroyable. Il était même dans le roster des finales avant en 99. Il joue très peu. Hein. C'était Bien sûr, c'était un joueur. journeyman. Ouais, vraiment. Il avait un truc, comme il jouait avec Larry Johnson, chaque fois que Larry Johnson mettait un panier à 3 points, il faisait ça. Et donc, dis-moi que tu le faisais quand tu jouais. Bah, évidemment. Fan des Knicks en 99. Bien alors, sûr. Je shootais pas beaucoup à 3 points à l'époque, mais dès qu'il y a un mec qui marquait, on faisait comme ça, on était, voilà. Mais oui, on se souvient de lui. En fait, on se foutait même de sa gueule, nous, à Rick Brunson, parce qu'on regardait putain, je vais faire l'ancien. On regardait les matchs en cassette vidéo qu'on enregistrait le soir, et on se foutait de sa gueule. Tu sais, le mec du bout de banc qui surcélèbre et tout, bah, c'était tu te souviens de Rick Brunson? Mais gros, on se foutait de sa gueule. Ah, mais c'est incroyable, ça. Mais si tous mes gars du centre de formation, tu leur demanderas, on se foutait de sa gueule. C'était le mec du bout de banc qui joue jamais et qui surcélébrait tout. Donc on se disait, ah ouais, toi. Et les mecs qui jouaient pas beaucoup chez nous, on disait, ah, t'es Rick Brunson. N'oubliez jamais que Rick Brunson est plus proche de Michael Jordan que nous on est de Rick Brunson. La théorie marche aussi pour ce qu'elle a à Brin et pour LeBron. Il a fait le petit il a joué à New York, il a joué à Miami, il a pas. Non mais c'est quand on dit on se fout de sa gueule et tout, bien sûr, dans le respect, respectful. Et puis on avait 16 ans quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, si sur le joueur NBA Rick Brunson passe respectfully. C'est smart. Par contre sur Jalen Brunson, it's a double smash. Double smash. Respectfully. Oh, putain, j'espère que vous avez la rêve parce que ça, c'est une super vidéo. Rentrons dans le basket. Parce que là, c'est bon. Je voulais quand même qu'on fasse cette petite aparté pour parfaitement débuter cette belle série de playoffs que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je vais pas te mentir, au-delà de la blague sur les Knicks, il y a beaucoup d'enjeux, bien sûr. Le côté physique, le duel de meneurs de jeu entre Tyrese Haliburton et donc Jalen Brunson. Il y a beaucoup de choses à raconter. Est-ce qu'une équipe va craquer? Le duel de coach entre Rick Carlisle et coach Thibodeau. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. J'aimerais toi déjà que tu me racontes comment tu vis cette première finale de conf que l'on va vivre ensemble. C'est tellement fan des Knicks, bien sûr. C'est tellement inattendu, vraiment, parce que depuis que Tom Thibodeau est là, il a remis un cadre à cette équipe-là, mais je suis le premier à l'avoir dit, et évidemment que je l'assume. Pour moi, c'était un cadre où je voyais déjà un plafond de verre. Et mine de rien, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu des joueurs qui sont venus. Anunoby, sur qui on a fait des efforts. Michael Bridges. Le trade pour Karl Anthony Towns pour rendre cette équipe meilleure en termes de talent, notamment en attaque. Et finalement, et puis il y a l'éclosion aussi de Jalen Brunson, que tu signes peu cher au sortir de Dallas, qui veut pas, je crois, s'aligner dessus. Et puis tu files les clés à un mec où il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Donc il y a eu une vraie vision des risques qui ont été pris. Et pour une fois, c'est des risques qui ont été payants. Et puis, il y a quand même une alchimie, Josh Hart, tout ça, tout. Bref, je vais pas refaire toute l'équipe. Maintenant, je me dis surtout que, putain, je vais vivre
quand même cette finale de conf comme je vis pas les autres finales de conf. Les autres finales de conf, je kiffe, c'est la NBA, c'est ma passion. Et en plus, c'est mon métier, donc je les regarde avec de la passion et de l'intérêt. Mais là, regarder ta propre équipe en finale de conférence, ça m'est pas arrivé depuis 2000. Donc, quand j'étais à Brest en espoir. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, donc j'attends le premier match comme un fou. Je suis surexcité tous les jours. Je me dis, ça commence quand? Ça commence quand? Ça commence quand? Entre excitation de dire, putain, on n'est plus qu'à une marge des finales, et la déception de se dire, mais si on est en finale de conf là contre Indiana, et qu'on va pas en finale, ça sera très dur après de regarder les finales. Ça fait un peu penser à ce qu'ont vécu les supporters du PSG l'année dernière, c'est-à-dire t'es en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, tu te vois passer et finalement tu te rates et donc la frustration est encore plus grande. Et les Knicks, alors que ce groupe-là va découvrir les finales de conférence, ce qui n'est pas le cas pour Indiana, je sens aussi un petit peu de... Si tu le fais pas maintenant, peut-être que ça va plus jamais se représenter. Battre Boston en demi-finale de conf avec l'effectif qu'ils avaient, en fait, c'était totalement inespéré. Moi, je le pense sincèrement, avec ce qu'on avait dit de défense de Karl Anthony Towns, une équipe d'attaque et tout. En fait, ils ont réussi à faire cet exploit-là. Maintenant, il va falloir faire quelque part un deuxième exploit parce que aller en finale NBA face à cette équipe des Pacers, franchement, je le dis honnêtement, c'est un véritable exploit. On sait que de toute façon, pour être champion, il faut que les planètes s'alignent. Les planètes se sont alignées par des fins de match folles et du cœur à Boston, alors que tu étais ultra dominé. Tu l'as fait 2 fois. Et puis la blessure malheureuse de Jason Tatum. Donc c'est terrible pour une équipe. Ça profite à d'autres. C'est ça aussi les planètes qui s'alignent. Maintenant, faut voir face à cette équipe-là qui certes est moins big même que les Pistons au premier tour avec Cunningham où il y avait une hype autour d'eux, derrière les Celtics champions en titre. Là, tu as une équipe qui, pour le coup, on a très peu parlé cette année, mais qui est une équipe de mutants. Et une équipe de playoffs, surtout. Et une équipe de playoffs. Il y a un truc, une similitude qu'on peut trouver entre ces deux effectifs. Ces deux équipes d'attaque. En tout cas, la saison régulière nous a montré que c'était des équipes qui étaient vachement portées sur l'attaque. Et quand les playoffs ont commencé, leur curseur attaque-défense a été beaucoup plus équilibré pour chacune des deux équipes. C'est aussi ça qu'on attend des bonnes équipes en playoff, c'est qu'elles augmentent drastiquement leur niveau d'intensité, leur niveau défensif. Et ces deux équipes-là ont donc des solutions d'attaque individuelles, parfois collectives, même si le jeu des Knicks est parfois ultra simpliste. Mais c'est d'abord deux équipes qui défendent. Et c'est ce qui rend aussi cette série ultra excitante. Ah ben là, c'est back in the 90s. Hein, ah bah là, vraiment. Nickel, hein. Là ça aussi, va être magnifique. Ah ouais, là, je pense que ça va être un combat. D'ailleurs, alors, les gens vont dire, ouais, mais pour Erwan, il y a toujours le combat, la lutte. Mais là, les gars, je veux bien. Mais moi, on a regardé les deux équipes passer le premier tour, le deuxième tour. Je pense que la dimension physique et la dimension du combat, mais quand je dis combat, c'est pas mettre des coups de coude dans des dents. C'est la dimension... j'encaisse les chocs, je réduis la distance en premier, je pose des écrans qui abîment. C'est ça la dimension physique. La dimension du rebond, tout ça va être pour moi primordial. Alors, première question, Erwan. On va se diriger vers les meneurs de jeu parce que ce sont les deux stars de ces deux équipes. C'est surtout les deux joueurs les plus clutch depuis le début des playoffs. Alors oui, Jalen Brunson a été Mr. Clutch. Là, il a été élu par la NBA le joueur le plus clutch de la saison régulière. Mais depuis le début des playoffs, on voit bien que Tyrese Haliburton, il est au moins du même niveau. Donc capable de mettre les gros tirs importants de dernière possession. Je vous en avais parlé dans quelques semaines, mais j'ai vu une vidéo sur ses 11 tirs pris dans les toutes dernières secondes quand c'est serré. Et Tyrese Haliburton, il a 10 sur 11. Alors il y a des lay-ups, il y a des tirs de playoffs, des dribbles, etc. On l'a vu contre les Bucks et on l'a vu ensuite contre les Cavs. À qui tu donnes un avantage dans ce duel de meneurs de jeu? Elle est pas cadeau, cette question. Non. En plus, deux profils complètement différents. Elle est pas cadeau, mais elle est vraiment pas cadeau. Je suis désolé. Je vais quand même aller sur Brunson. Qu'on a pour l'ensemble de son œuvre, et je vais tricher un peu. Je vais déborder de ces playoffs-là 2025. Donc c'est vrai que depuis que Brunson est à New York, depuis qu'Haliburton est à Indiana, j'ai quand même plus de souvenirs de Brunson, mais ça se joue à pas grand-chose, hein, qui est capable d'être clutch. Mais je vais sur Brunson parce qu'il faut que je choisisse quelqu'un. S'il y a un deuxième qui est juste derrière ou qui a égalité, c'est Haliburton. En disant Brunson, je veux surtout pas dire que Haliburton il est moins clutch, parce que là sur ces playoffs-là, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. On l'avait déjà vu en saison régulière, on l'avait déjà vu sur la NBA Cup la saison dernière aussi. C'est un mec, et les deux ont ce point commun-là je suis pas bon 3 quarts temps et demi. Par contre, sur les 5 dernières minutes, je suis capable de faire basculer une rencontre. Ils ont ce truc de je passe à autre chose. Même j'ai pas été bon pendant 35 minutes, mais sur les 2 dernières minutes, je suis capable de tuer un match. Donc ils sont très proches l'un de l'autre, malgré leur style de jeu différent. Je vais quand même aller sur Brunson, parce qu'on lui a donné un titre, parce qu'il a vraiment ce truc en lui. Mais bon, Haliburton, sur ces playoffs-là, il est en train de complètement réécrire la vision qu'on peut avoir de lui. Tu sais que, tu t'en souviens, tout à l'heure je parlais de Manille,
Ils étaient tous les deux en équipe de Team USA Ouais, voilà, là, 2023. Avantage à Liberton. Hein. Non mais c'est fou. Et d'ailleurs, Haliburton et Anthony Edwards avaient gagné chacun leur place pour les JO de 2024 à Paris grâce à leur compétition, là où Jalen Brunson nous avait plus que déçu, et pourtant c'est lui qui était titulaire. Ouais, donc il y avait avantage pour Brunson. Même en conférence de presse, il avait dit j'ai pas été au niveau. Ça avait été très dur pour lui la FIBA, mais en même temps ça s'explique. Hein. Il y a des joueurs comme ça. Haliburton, il y a des joueurs. Haliburton est un meneur plus académique. Puis surtout, Ouais. Capable de mettre. En FIBA, si tu mets dedans, ça te. Bah, tu vois. il est capable de mettre Brunson. Oui, mais dans le style mais de dans, NBA, mais dans pas le dans le style FIBA. exactement. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est pour ça qu'Haliburton, pour moi, c'est un meneur plus académique. Oui, bien sûr. Du passing game, de la première passe de relance, bim boum. Il est capable sans le ballon de faire des choses. Je connais beaucoup de joueurs, des meneurs de jeu qui jouent post-up tout le temps, toi. C'est ça. Moi, je connais pas beaucoup, moi. Tu connais que lui, Le d'ailleurs. fait que Brunson soit beaucoup dans le mid-range et dans le post-up, et en FIBA, ça l'avait beaucoup gêné, parce que les mecs sont aussi costauds que lui, plus grands. Il n'y a pas 3 secondes là-dessus, défensives. et puis voilà. Vous avez tous vu, j'imagine, cette vidéo de catch il y a 2 ans. Génial. Où, un peu de manière prémonitoire, on a vu la WWE amener donc Brunson. McMahon. Et, regardez les photos, on vous a remis, et Jalen Brunson donc, et Tyrese Haliburton venir se défier donc à quelques minutes du SmackDown. Ça, c'est des moments quand même franchement, qu'on nous offre parfois, et comme de par hasard, qui ressurgissent. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une rivalité entre les deux? Peut-être, tu vois, la rivalité du meilleur meneur de l'Est, ce genre de choses. Ils se la disputent en vrai, hein. Oui, je pense, mais ils ont tout intérêt à le faire. Après, je suis pas sûr qu'il y ait Avec Kate, bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une haine viscérale entre les deux. Ils ont fait Team USA tous les deux. Quand tu te prêtes à ce genre de jeu-là, parce qu'on rappelle, n'en déplaise à certains, le catch, bah, c'est quand même... C'est scripté, hein, Non. les gars. Non. Bah si. C'est pas la lutte comme au JO, non? Non. Et donc, du coup, par contre, on sait que sur un premier contact, sur un premier écran mal placé, sur un coup, sur un truc, ça peut vite dégénérer. Parce que il y aura plus d'amis, là. Il y aura plus de potes, il y aura plus d'avant. Il y aura juste le pendant. Et c'est ça qui va être archi intéressant. Je pense qu'en plus, faut le rappeler aux plus jeunes qui nous regardent, Indiana-New York, c'est une vraie rivalité. Reggie Miller qui fait ça, Spike Lee. Va y avoir un nombre d'histoires à raconter. Spike Lee sur le premier match au Garden, qui va être bord terrain avec Reggie Miller qui commente le match. C'est cette finale de conf, pour ceux qui disent « Oh, il n'y a pas Boston, il n'y a pas Cleveland », je vous dis, cette finale de conf, dans le storytelling, c'est exceptionnel. Les années 90, que nous avons fait les Pacers et les Knicks en termes de rivalité, on en parle peu par rapport à d'autres rivalités, mais c'est une des grandes, des plus belles rivalités de la NBA. Je vous invite vraiment, il y a même eu un 30 for 30 d'ESPN sur Reggie Miller qui fait comme ça, les 8 secondes de Reggie Miller au Garden, il met 9 points. 9 points, 8 secondes. 9 points, 8 secondes. Enfin, il y a des choses. Oui, il a vraiment mis 9 points, 8 secondes. Le 3 points de Larry Johnson. Bien sûr. Avec la faute. À l'époque, c'était vraiment. Avec le Garden qui se lève en entier et tout. Enfin, moi, j'ai plein de frissons. C'est comme ça que j'ai aimé les Knicks. C'est à cette période-là que j'ai aimé les Knicks et que j'ai détesté Indiana. Donc, en fait, elle est très cool, cette finale de conf. Il y a beaucoup de choses à raconter, c'est ce qu'on est justement en train de faire. Rapidement, Erwan, tu vois quel défenseur commencer sur Jalen Brunson et sur Tyrese Haliburton? C'est les premiers défis défensifs par équipe. Sur Brunson, je pense qu'ils vont envoyer Nesmith. Ça, voilà, pour moi, comme ils l'ont fait avec Lillard quand ils jouaient, comme ils l'ont fait sur pas Garland justement, mais oui, sur Mitchell. Je pense que Nesmith se prend les meilleurs attaquants chaque fois en face et qui sont des porteurs de balles. Côté défense sur Haliburton, on sait que des fois Anunoby aime bien aller sur... Thibodeau aime bien envoyer Anunoby sur des meneurs de jeu. Le problème, c'est que là, il y a Pascal Siakam qu'il va falloir défendre. Et je pense que Anunoby a 2 avantages. C'est que physiquement, il peut contrer, voire dominer Siakam sur l'impact physique et qu'il connaît puisqu'ils ont joué ensemble à Toronto. Champion ensemble. Voilà, exactement. Même si Anunoby avait un tout petit rôle. Champion ensemble. Je verrais bien Michael Bridges commencer sur Haliburton. Ok. T'as dit qui, pardon? Michael Bridges. Ah, Michael Bridges, oui, pardon, excuse-moi. Oui, Michael Bridges. Comment tu vois les choses, toi? Bah, le seul truc, c'est ce que tu veux faire de Josh Hart là-dedans. Moi aussi, j'aurais dit Michael Bridges un peu naturellement sur lui, même si, de toute façon, ces équipes qui changent tout le temps. Il va pouvoir défendre. C'est intéressant. Josh Hart est un excellent défenseur. Je suis pas persuadé que le mettre sur Haliburton, tout terrain, qui va monter la balle, Je pense qu'il est bon dans les aides, dans les rotations, dans les interceptions à l'opposé. Ouais, exactement. Je suis pas sûr que le mettre sur Haliburton d'entrée en bune à bune, ça soit le mettre dans les meilleures conditions. Michael Bridges est un meilleur défenseur sur porteur, je pense. C'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec toi sur cette question. Bon, voilà pour les meneurs de jeu. On va accueillir notre premier auditeur sur cette partie-là. C'est Alex qui nous a appelé et on va pouvoir dérouler les autres questions que l'on se pose dans cette belle preview de finale de conf à l'Est. Est-ce que tu nous entends, cher Alex? Est-ce que tu nous entends, Alex? Salut.
Ah, il est là. Je vous entends parfaitement. Et vous? Ouais, Salut, impeccable, impeccable. Bon, tu nous as entendu parler un petit peu. Je vais donner les cotes là pour voir qui est favori dans quelques instants. Mais je vais te lancer sur la dureté de cette série et l'impact de Karl Anthony Towns. Est-ce que Karl Anthony Towns a ce qu'il faut pour répondre à l'impact physique des Pacers? Alors, je pense qu'il a ce qu'il faut pour répondre à l'impact physique des Pacers. La seule chose que je me pose comme question, c'est un peu la gestion de l'état de forme de ces joueurs-là, notamment Towns. C'est des big men, c'est des joueurs qui sont lourds, qui se déplacent. Je vous parle de ça parce que moi, je travaille du coup dans la préparation physique, alors dans le rugby, un tout autre domaine, mais la gestion des joueurs lourds comme ça et leur capacité à se déplacer. On sait que Thibodeau fait beaucoup jouer ses joueurs. Les joueurs en qui il a énormément confiance, il les fait énormément jouer. C'est un peu voir éventuellement comment ces joueurs-là vont répondre parce que ça commence à être dur, les matchs commencent à être de plus en plus durs, les joueurs jouent beaucoup et notamment sont pas énormément sortis même après une victoire facile au dernier match. Donc voilà, après si vous pouvez aussi m'éclairer par rapport à ça, par rapport au basket de manière générale, comment vous voyez les choses, ça peut aussi m'intéresser énormément. Ouais, bah c'est intéressant. Après, Karl Anthony Towns, c'est un mec qui joue quand même pas mal au large, qui évite pas mal les contacts aussi. Ça peut être une qualité et un défaut. C'est un peu les deux chez lui. Mais tu as raison. De toute façon, quand tu fais 2-15, 2-16 et que tu te déplaces, même si aujourd'hui, en termes de kiné, de chaussures, de semelles, tous ces mecs-là sont quand même plutôt très bien préparés. Mais ce qui marche pour moi, pour Karl Anthony Towns et Mitchell Robinson, même s'il joue moins, ça marche aussi pour Miles Turner et Pascal Siakam, tu vois, qui sont deux joueurs à plus de 10, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est peut-être pas la même stratégie et la même façon on va dire, de procéder en termes de changement, de substitution, etc. pour les deux coachs. Après, n'oublions pas que la NBA, les mecs sont programmés pour ça, hein. Honnêtement, le truc de gérer la fatigue en finale de conférence, je pense que tout le monde est conscient que tu es en finale de conf, que tu as une marche d'être en finale, ce qui, pour Indiana ou pour New York, serait un exploit incroyable au vu des attentes de début de saison. Ces mecs-là sont programmés avec les prépas NBA, ces mecs-là sont programmés pour être en forme à ce moment-là. Donc moi, j'ai du mal à accrocher au fait que les mecs soient cramés. Que Denver ait été cramé en demi-finale de conf, ça s'explique. Beaucoup de blessés. Un effectif court. Un effectif trop court. Donc tu as dû tirer à fond sur les mecs. Thibodeau, je trouve que sur ces playoffs-là, il tire sur les mecs. Oui, bien sûr. Mais un peu moins que d'habitude. C'est moins choquant. Il a utilisé son banc, exactement. en fait. Il a utilisé un peu plus son banc. Donc pour moi, c'est un peu moins choquant. Je vous donne les stats de Karl Anthony Towns dans cette post-season. Donc 12 matchs joués avec les Knicks, il a 19,8 points, 11,3 rebonds. Il est aussi à 48% au tir, 34% à 3 points. Il ne tente finalement que 3,7 fois sa chance derrière la ligne à 3 points, ce qui est une bonne stat, alors qu'on sait qu'il est ultra gourmand sur le tir extérieur. Dis-moi un petit peu, toi, ce que tu attends de Towns maintenant, là, sur son impact sur la série. Je veux attendre de Towns que ses moments faibles soient moins faibles que ce que j'ai pu voir face à Détroit et face à Boston. Alors quand il est très bon, oui, c'est très bon, bravo. Quand il met le tir monumental, short corner contre les Pistons, t'as vu Karl Anthony Towns? Oui, mais ça marche pas que comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il va y avoir des hauts et des bas. En face, il va y avoir du monde sur le rable. Miles Turner, Siakam. Ils vont lui envoyer même des mecs un peu plus petits, peut-être pour le chicaner un petit peu. Et on sait que c'est un joueur assez up and down, un joueur qui dépend parfois beaucoup de son adresse et de ses points marqués. On le voit forcer par moments contre Boston. Je l'ai vu faire des trucs quand il se fait contrer par Derek Williams, que derrière il l'attrape dans le dos et qui prend sa 3e ou sa 4e faute, qu'il est obligé d'être coaché. Ça ne peut pas exister en finale de conférence. Donc je veux que les bas de Karl Anthony Towns soient malgré tout des minima plutôt hauts, plutôt que vraiment que quand il n'y est pas, c'est catastrophique. Ça, c'est très important pour moi parce qu'on a vu en demi-finale de conf, et c'est la grande leçon aussi, c'est que Mitchell Robinson, avec tous ses problèmes au lancer, certes, a un vrai impact quand il est sur le terrain. Très attendu, vous souvenez-vous, en début de saison, d'avoir un vrai 5 qui sort du banc avec ses qualités que personne d'autre n'a dans l'effectif. Il arrive à les associer tous les deux, ce que je trouve aussi intéressant pour lutter face à Siakam et Turner sur des séquences. Mais il faut vraiment que Karl Anthony Towns ait le rendement d'une option numéro 2 et pas juste d'un 6e homme qui a des coups de chaud. Voilà. Oui, c'est vrai que... Alors, je fais une comparaison un peu osée, mais il me fait un peu penser à Nasrid. C'est-à-dire que quand il est bon et qu'il est à droite, tout de suite, son scoring monte. Mais sinon, ils n'arrivent pas à le trouver dans des espaces où il est censé peser au scoring. Ils ont besoin de son scoring, mais il va falloir aussi aller le chercher.
Oui, c'est-à-dire qu'on le dit tout le temps, mais personne ne marque 20 points s'il touche 5 fois la balle dans le match. Et puis... Donc ils ont le droit aussi de se recentrer sur l'intérieur, parce que ça me permet d'ouvrir sur le secteur intérieur des Pacers. Ils ont été exceptionnels dans ce run de playoff. Siakam et Miles Turner, pour commencer par eux, et ensuite Obi Toppin, qui a une belle histoire lui aussi face à cette équipe des Knicks, et même Thomas Bryant qui a été bon. Donc ils ont besoin d'un grand Karl Anthony Towns, hein, parce que tu parles des temps faibles et tout, ce que je peux comprendre. Mais lui doit nous offrir 4 matchs de haute valeur pour gagner 4 matchs dans cette série. Et puis arrêtez de ouin-ouin. Faut qu'il arrête de ouin-ouin. Qu'est-ce que vont faire les arbitres? Ah aussi, c'est une question. Hein. On sait que ça va être serré. Si c'est comme hier, tu sais qu'il va s'échapper. Hein. Si on laisse jouer, il va s'échapper, Karl Anthony Towns. Ça, c'est évident. Moi, tant que j'ai pas vu... Il en dit quoi, Alex? Tu penses que Towns, il va s'échapper, le mec? Surtout. Je pense pas. Ok. Bah, dis-nous. Allô? Pardon? Ah bah explique-nous pourquoi toi tu crois. Moi j'ai un point d'interrogation autour de ça, mais dis-nous toi quelle série t'imagines pour Towns? Moi je pense pas que quand on voit son dernier match, quand on voit comment il allait chercher l'énergie, c'est pour ça que je pensais qu'il avait un peu de fatigue accumulée, c'est qu'on sentait qu'il allait chercher un peu l'énergie. Alors il s'est galvanisé quand il a commencé à scorer dès le premier quart, mais je pense que là clairement au Madison Square Garden, même s'ils n'ont pas toujours été efficients là-bas, je pense qu'ils vont être capables de sortir des gros matchs, ils vont être capables d'aller chercher l'énergie, je pense à domicile et peut-être pas forcément à l'extérieur, mais au moins à domicile, je pense qu'ils vont être capables de se galvaniser, aller chercher, aller marquer dans la peinture, être capable de venir marquer les joueurs en face. Je pense que les joueurs s'ils mettent des joueurs comme Obi Toppin sur lui, je pense qu'il est capable de scorer assez amplement, mais encore une fois, ça reste que mon jugement. On avance un petit peu. Je parlais d'arbitrage tout à l'heure. Est-ce qu'on a encore envie de voir une série où tout est permis, défensivement? Mais encore une fois, pour moi, il y a une limite à pas franchir. Dans le match 7 Denver-OKC, pour moi, il y a une limite qu'on a franchie et c'était pas beau à voir. Alors, peut-être que certains se sont paluchés en disant que c'était une bête de défense de Caruso sur Jokic. Moi, j'appelle ça, et en plus, c'est bien, on a un préparateur physique dans le rugby, j'appelle ça des plaquages hauts, même. Donc, maintenant, moi, je veux voir une série physique, parce qu'on adore ce basket physique-là, au plus on se rapproche du terme. Mais en même temps, il sera physique qu'il arrive. Voilà, tu dis ça, mais on le sait déjà, ça. Mais par contre, je veux que si ça déborde trop, qu'on remette quand même le basket au centre du débat. C'est que si on commence à prendre des bras, à tirer des maillots, des trucs comme ça, il faut intervenir, parce qu'après ça peut vite devenir un espèce de basket de tranchée, et c'est le spectacle qui va en être touché, quoi. Je voudrais qu'on regarde les cotes, ça va nous donner un petit peu de... Voilà, une vision sur ce que disent les bookmakers. On est évidemment sur Winamax, c'est comme toujours, hein, c'est interdit aux moins de 18 ans et on fait très attention avec les paris sportifs. S'il vous plaît les gars, faites attention à vous quand vous jouez si vous le voulez. Les Knicks à domicile, évidemment au Garden, sont favoris. 1,54, ça se passe mercredi soir. Les Pacers sont à 2,45. Erwan, est-ce que ça représente bien ce que tu as en tête? Alors ton avis est toujours un peu biaisé, mais est-ce que tu vois les Knicks gagner ce premier match et quelque part même gagner la série par prolongement? Je trouve la différence de cote assez favorable pour New York. Je trouve que en fait, l'écart entre les deux équipes est bien plus proche que ça. Vraiment. New York a perdu plusieurs fois au Garden. Bah oui, attends, ils ont pas arrêté de perdre. Ils ont perdu 2 fois contre Boston, ils ont perdu une fois contre les Pistons, c'est une fois notamment, la fois ils gagnent, mais c'est Tatum qui se fait le tendon, même s'il avait repris le lead. Donc attention, au Garden, ont des déceptions depuis quelques temps. Des fois contre Détroit et une fois contre Boston. C'est ça. Ouais. Donc il y en a eu des déceptions au Garden cette année contre Atlanta, quand tu dois t'offrir un Final Four, tu perds. Donc le Garden, c'est une émotion, c'est une ambiance de folie et tout, mais c'est pas toujours gage de victoire pour les Knicks. Donc ça sera bien de commencer par une victoire à domicile. Alex, tu dis quoi toi? T'as un prono pour cette série? Écoute, en tant que fan des Knicks, forcément que je vais mettre les Knicks qui gagnent au Garden. Après, là, on le sait, ils sont très bons à l'extérieur et pas toujours bons à domicile. Mais je pense que sur cette série, c'est le moment où il faut être bon à domicile. Donc je peux que souhaiter objectivement une victoire des Knicks au Garden. Mettez-moi, s'il vous plaît, là dans le chat vos scores sur cette série. Sachez juste que sur YouTube, c'est très très serré sur plus de 500 votes. 50% des gens disent Knicks, 49% Pacers. Donc on est vraiment très très proche. Et je regardais sur Twitch pour le coup. Sur Twitch, on est Knicks 59-41 pour les Pacers. Ça montre à quel point ces deux équipes sont proches. On a un peu parlé des Pacers, Erwan. J'aimerais que tu me dises ta vision sur une victoire dans la série des Pacers. Ça se passe comment? Ça se passe avec
en gagnant peut-être le premier match à domicile pour mettre la pression sur New York. Je pense que quand on voit les 2 séries d'Indiana, ils ont toujours mené dans leur série. Ils ont toujours mis de la pression sur leur adversaire. En gagnant face aux Bucks à domicile, 2-0, direct. En allant gagner directement à Cleveland aussi 2 fois, là-bas. C'est une équipe qui, si elle prend le contrôle de la série, en général, elle ne le lâche pas. Donc c'est pour ça que ce premier match il va être très important pour New York, mais pour Indiana aussi, parce qu'Indiana, quelque part, c'est eux qui lead à chaque fois les séries. Ça marche pour New York, c'est ce que tu viens de dire. Ça marche aussi Ils ont à chaque fois été... Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de Minnesota sur qu'est-ce qu'ils ont réellement dans le ventre. C'est-à-dire que lorsque tu es mené 2-1, tu es mené encore plus 3-2, il faut faire un autre type de match pour revenir dans la série. Et c'est des physionomies que ces 2 équipes ne connaissent pas aujourd'hui. Non, donc c'est pour ça que ça va être... Il y a forcément une équipe qui va prendre le lead, attention. Il y aura une équipe menée pour la première fois de ces playoffs après le match 1, ça va être intéressant. Mais je pense malgré tout que New York à domicile a plus à perdre en perdant ce match 1. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ça, c'est une évidence. De toute façon, avantage de terrain New York, seulement si tu gagnes tous tes matchs à domicile. C'est un petit peu évident. Par contre, c'est 2 équipes qui sont aussi capables de les gagner à l'extérieur. Absolument. Et je pense que, et on le voit très, très souvent ces dernières années, en fait, une victoire à l'extérieur te garantit absolument pas une victoire dans la série. Et vu la proximité de niveau, de profondeur, même dans le cycle de ces deux équipes, je ne peux pas imaginer une autre série que cette match avec des surprises ici ou là, avec un momentum d'un côté, un momentum dans l'autre juste après. Tu sais, tu sais un peu comme le match entre les Clippers et les Nuggets, où d'un moment à l'autre, il y avait une équipe qui était quand même beaucoup plus devant que l'autre. Merci Alex de nous avoir appelés. Merci à vous, messieurs. Merci Alex. Quand tu veux. On adore quand des mecs d'autres sports viennent parler de basket. Ça, on adore. Vraiment. Même si c'est des rugbyman. Merci, ça fait un moment que je vous suis. Franchement, c'est toujours un régal de vous écouter. Et merci à Apollo aussi et à Tom. Parfait. Il t'écoute. Ouais, il t'écoute. Merci à toi, Alex. Bon, voilà, vous avez tous les tenants et les aboutissants pour cette série. Ça commence mercredi soir pour ce Knicks Pacers qui va être régalade. Et je vous vois dans les commentaires. 4-2 Pacers, 4-2 Pacers, 4-2 Knicks. Eh ben voilà. Bref, ça va être... La guerre, ça va être magnifique. Et si tu nous regardes en replay ou tu nous écoutes en podcast, n'hésite surtout pas à nous donner ton prono en commentaire.